Bonjour à tous et bienvenue dans le 14e des prix de la saison consacré à un Grand Prix de Hongrie avec un énorme suspense. Déjà samedi, on a eu l'une des meilleures qualifs de tous les temps, en tout cas la Q3 la plus serrée de l'histoire et 4 pilotes en un demi-dixième pour la pole position. Et dimanche, la victoire s'est jouée dans les derniers tours entre les deux leaders du championnat sur deux stratégies différentes. Sur le papier, c'est pas mal, il y a des points positifs à retenir de ce week-end, mais globalement, je n'ai pas été totalement convaincu par ce qu'il s'est passé du côté de la Hongrie. En fait, la course m'a globalement déçu, même si la stratégie, on va y revenir, avait de bonnes choses, et je sens vraiment qu'on est sur la fin d'un règlement compliqué, et où ça devient très compliqué de faire simplement la course. Alors oui, la qualif, surtout la Q3, avec le changement de conditions soudain, a été fantastique, mais finalement, comme toujours, c'est toujours le moment le plus serré, le plus compétitif et le plus incroyable où on se régale du week-end, mais le contraste avec le spectacle en course fait vraiment très mal selon moi. Aujourd'hui en Formule 1, et je le regrette, les qualifs sont devenues non seulement plus compétitives et folles que la course, mais aussi beaucoup plus importantes. Elles déterminent une part trop grosse du résultat, car les dimanches se ressemblent tous de plus en plus. Vu qu'il est impossible de doubler et même de se suivre de trop près trop longtemps, les pilotes sont souvent bloqués dans leur position du premier tour quasiment jusqu'à l'arrivée et ne peuvent bouger que de quelques places à la faveur du seul ou des deux arrêts au stand. Il y a une stratégie qui est souvent aussi décevante vu le manque de dégradation des pneus. On a encore vu là, sur une piste pourtant réputée abrasive, que ne s'arrêter qu'une fois était le meilleur choix, même si il faisait pas spécialement chaud hier. Donc c'est vraiment compliqué à mon goût et ça fait plusieurs dimanches que j'ai pas grand chose à analyser sur la course en elle-même car les pilotes se suivent simplement et je trouve que par exemple en 2023, la saison où Max dominait tout, eh bien on avait des qualités de course qui étaient quand même meilleures parce que derrière lui il pouvait se passer des choses, là absolument rien. On se suit et ce sont les pilotes qui ont l'air libre et la position préférentielle en piste qui dictent ce qu'il va se passer. Alors heureusement cette fois on a une lutte au titre, même si j'aimerais parfois que les combats soient plus rapprochés, plus tendus et un petit peu moins rares. Et on a aussi les rookies, les pilotes dans les nouvelles équipes qui apportent un petit peu de sel, mais sur la piste, cette saison, je trouve quand même, est diablement pauvre, surtout depuis le retour en Europe. Et je trouvais qu'hier, malgré des bonnes choses que l'on va développer, c'était un petit peu encore une fois dans le même thème, notamment ce premier relais où il y a littéralement 15 pilotes dans le même train DRS. Et où personne ne pouvait vraiment doubler, à moins d'avoir un avantage de plus d'une seconde et demie, 2 secondes sur la voiture de devant. Donc ça, malheureusement, je trouve ça très gênant. Certes, la Hongrie, c'est pas réputé pour les dépassements, mais on peut quand même le faire. Très clairement, on l'a vu par le passé. En tout cas, c'est très clair désormais, on le voyait se dessiner sur le début de la saison et depuis quelques courses, on y est clairement. McLaren est largement trop au-dessus du lot. Sur les 11 derniers rendez-vous, ils n'ont lâché que 2 victoires, Imola et Montréal, et restent même sur 4 doublés. On ne peut absolument pas les toucher. Hier, en un seul relais avec de l'air libre, ils ont mis 15-20 secondes dans la vue à leurs plus proches concurrents. Alors, clairement, si McLaren laisse 1 ou 2 victoires d'ici Abu Dhabi, j'ai l'impression que ce sera le maximum. La MCL 35 est simplement trop au-dessus des autres, encore plus sur une piste où il faut gérer particulièrement ses pneus, surtout les pneus arrière, c'est leur point fort. Une piste aussi où il y a beaucoup de virages longs et à moyenne vitesse, c'est là où ils sont aussi très très forts. Et c'était tellement au-dessus que les pilotes ont pu se permettre de laisser la pole et de passer 2 tiers du Grand Prix derrière une Ferrari. Voilà. Au final, peu importe un peu le scénario de la qualif et de la moitié de la première course, à l'arrivée, ce sera une McLaren qui gagnera, sauf problème mécanique. Dès vendredi, on avait compris que personne ne pourrait devancer les deux papayes, mais la Q3 a fait un peu un effet trompe-l'œil puisque les deux pilotes n'ont pas eu la pole. La faute au changement et à l'augmentation du vent qui a un peu déréglé la MCL 35, également à une baisse de température qui a réduit son avantage sur la conservation des pneus et encore une fois aussi à 2 pilotes qui n'ont pas été parfaits dans l'exercice. Stella a dit que les deux avaient été un petit peu trop précautionneux. On a Piastri qui n'améliore pas son deuxième tour, Norris qui ne bat pas Piastri sur le deuxième tour et qui fait une erreur dans le premier. Donc clairement dans leur position peut-être aussi qu'ils n'ont pas voulu prendre trop de risques vis-à-vis du championnat. En tout cas, tous ces éléments leur ont fait rater encore une fois une pole et ont ouvert la voie à une surprise samedi.
Malheureusement pour les autres, le dimanche, ça reste pour l'instant complètement intouchable et sûrement jusqu'à la fin de la saison. Au départ, Leclerc s'est mieux envolé que Piastri et Norris aussi puisque le Britannique était menaçant, mais son coéquipier lui a fermé l'extérieur et pendant ce temps, intelligemment, Russell et Alonso ont retardé leur freinage à l'extérieur. Lando s'est donc retrouvé 5e. Ensuite, Piastri s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas doubler Leclerc sur la piste et s'est mis rapidement à 2 secondes et demie, 3 secondes pour préserver ses gommes. Donc concrètement, même les McLaren, pourtant bien plus rapides que les autres hier, ne pouvaient pas doubler et se sont mis à attendre la phase des arrêts. C'était également le cas pour Norris derrière Russell un petit peu plus tard. Cette course allait se jouer dans les stands, mais ça s'est pas passé comme prévu. En tout cas, pas comme Piastri l'avait prévu la veille après la qualif. On va tout reprendre dans l'ordre parce que le sujet est un petit peu épineux et je trouve que mal étudié, on peut aller dans des conclusions un petit peu rapides qui sont, je trouve, fausses. Premier élément, dès le 9e tour, on parle à Piastri de la possibilité de ne faire qu'un arrêt car les équipes se rendent compte que la dégradation n'est pas si forte que ça, mais Norris répond que ça va être très compliqué. Coincé derrière Russell, Norris offre plus ou moins la même réponse puisqu'il pense que ses pneus sont complètement cuits et on lui parle même de rentrer 5 tours plus tôt que prévu, ce avec quoi il semble d'accord. Sauf que juste après cette radio, alors c'est peut-être pas exactement pile en même temps puisque les radios ont du décalage, mais en tout cas maximum 1 voire 1 tour et demi plus tard, c'est Piastri qui plonge le premier au stand pour tenter logiquement de faire l'undercut à Leclerc puisque les premières voitures qui s'étaient arrêtées avaient montré que l'undercut était très puissant, quasiment 2 secondes. Norris, qui avait donc à ce moment-là prévu peut-être de s'arrêter tôt, eh bien ne peut pas le faire à la fin du 18e tour car il y a déjà une McLaren dans les stands et il ne peut pas le faire non plus au 19e car Leclerc, mais surtout Russell derrière qui il est coincé, s'arrête. Donc s'il s'arrête en même temps que Russell, il ressort derrière lui et il est coincé à nouveau pour les 30 prochains tours. Donc évidemment Norris à ce moment-là est obligé d'allonger et on lui donne cette radio, soit on étend le plan A, c'est-à-dire sûrement rester sur 2 arrêts mais avec un premier arrêt plus tardif pour avoir un avantage pneumatique par rapport à Russell, soit le plan D, et donc à mon sens là c'était le 1 arrêt, mais plan D ça montre bien que c'était pas forcément à ce moment-là l'option privilégiée. Et donc c'est pour ça que je ne crois pas, couplé à quelques déclarations après la course, à un bluff de Norris qui a fait croire que ses pneus étaient morts pour pousser Piastri à rentrer au stand et donc se retrouver sur la meilleure stratégie à un arrêt. Non, il l'a dit lui-même, il était coincé, il abîmait ses pneus et vu ses 20 premiers tours où il avait été coincé loin et où les autres avaient pu s'arrêter avant lui, il s'est dirigé par défaut sur la délicate stratégie à un arrêt que personne ne pensait pouvoir mener à bien hier, juste pour ne pas rester coincé. Mais une fois dans l'air libre, il a déjà retrouvé le rythme normal d'une McLaren qu'il ne pouvait pas développer jusque-là et que Piastri non plus ne pouvait pas développer, et puis ses pneus, comme souvent dans ce genre de cas, ont retrouvé une deuxième vie, et on s'est progressivement rendu compte que le 1 arrêt était non seulement faisable, mais sûrement meilleur car il donnait la position préférentielle en piste et empêchait de tomber sur du trafic. Pendant que Piastri, lui, était encore coincé à cause de l'undercut raté pendant une trentaine de tours derrière Leclerc, eh bien Norris a étendu son premier relais de 13 boucles et ensuite commencé à gérer ses hards de très belle manière. Comme à son habitude, c'est vraiment une de ses qualités. Il les a fait tenir sur les 40 derniers tours. Une fois débarrassé de Leclerc sur un appel contre appel à la radio que l'on débriefera plus tard, Piastri a fondu sur son coéquipier, il était bien plus rapide avec des pneus qui avaient 13 tours en moins en termes de vie, mais on l'a vu, on l'a dit dès le début de ce Grand Prix, doubler ici était trop dur, encore plus avec la même voiture que ton adversaire, même avec des pneus qui ont un peu de différence, les 2 trains de hard étaient en fin de vie. Oscar nous a quand même fait un petit presque raté qui aurait pu être grave, un petit peu comme il l'avait fait en Autriche, c'est quasiment la copie conforme. Mais voilà, je crois qu'hier, il l'a dit lui-même, avec 5 tours de plus ou 10 tours de plus, il n'aurait pas vraiment pu doubler car c'est la configuration de ce circuit combinée aux voitures actuelles qui donne ça. Et donc Lando avait récupéré l'avantage de la position en piste et c'était tout ce qui comptait dans ce Grand Prix et c'était ce que permettait cette stratégie à un arrêt. Finalement, un peu à l'image de ce qui a fait gagner Leclerc et Russell avant qu'ils soient disqualifiés l'an dernier à Spa et à Monza. Le 1 arrêt, c'est finalement devenu la stratégie meilleure que le 2 arrêts au fur et à mesure de la course. Alors Piastri aurait-il dû faire la même chose et s'est-il fait avoir par McLaren, avoir par la stratégie? Eh bien, clairement, il n'a pas eu la meilleure stratégie, mais je ne crois pas qu'il se soit fait
avoir. Déjà, car on lui a demandé son avis. Comptes-tu faire 2 arrêts? Non, il a choisi de s'arrêter tôt pour tenter de faire l'undercut sur Leclerc et donc ça l'a obligé à partir sur 2 arrêts comme tous les pilotes pensaient devoir le faire à ce moment-là. Et concrètement, à la fin du 18e tour, quand il rentre au stand, il fait à ce moment-là le choix le plus logique. Il tente d'undercutter Leclerc, dont il est bien plus rapide mais qui le bloque. Le duel à ce moment-là, il est avec la Ferrari. Lando Norris est beaucoup plus loin, il faut tenter de reprendre l'avantage en piste et personne ne pense que le 1 arrêt va tenir. Donc à ce moment-là, c'est logique. Mais pas de bol simplement, cette fois la logique n'était pas le bon choix et c'est Norris qui a été battu en qualif et qui a pris un bon envol mais qui a perdu 2 places au départ, qui s'est retrouvé par défaut à cause de tout ça sur une stratégie qui s'est avérée être la bonne et qu'il n'a pris que parce qu'il était dans cette mauvaise posture et qu'il n'avait rien à perdre. Pas de bol, contrairement à d'habitude où la première McLaren à la fin du premier tour s'impose, et bien cette fois ça marchait différemment, c'était l'inverse. Piastri s'est fait avoir par la présence de Leclerc et du moment qu'il était encore derrière lui après le premier arrêt, en fait, il avait déjà perdu puisque Norris, lui, allait avoir de l'air libre. Pour éviter ça, il aurait fallu déjà faire la pole, ça aurait été meilleur, ou alors prendre un meilleur départ pour passer devant. Il aurait aussi fallu peut-être réussir l'undercut lors du 18e tour puisque je trouve qu'on l'a arrêté alors qu'il était encore un peu loin de Leclerc et que ça n'avait pas vraiment de chance de marcher, ou bien faire rentrer la Ferrari en premier comme ça a été le cas sur le 2e arrêt. En tout cas, pour Piastri, pour gagner hier avec 2 arrêts, fallait être devant Leclerc après le premier arrêt de la Ferrari, ce qui n'a pas été le cas. Ce que j'ai trouvé fascinant hier, comme souvent, c'est qu'encore une fois, on fait 2 courses au sein d'une équipe chez McLaren. Les 2 garages ont pour objectif assumé de faire une stratégie pour battre l'autre. Ça nous offre, côté spectateur, des scénarios vraiment intéressants. Ça permet que les 2 pilotes aient leur chance et non pas que tout soit dicté avant la course. Et il faut aussi dire que vu l'avance au constructeur, ça n'a pas de conséquences négatives sur l'équipe. Mais entendre un ingénieur de McLaren dire « Préfères-tu gagner la course pour McLaren ou battre ton coéquipier McLaren ?» Je trouve toujours ça très surprenant. Ce sont finalement ça, les Papaya Rules, un équilibre très fin, construit depuis plusieurs saisons, et on voit notamment l'évolution, la construction de ces règles depuis l'an dernier en Hongrie, où on avait demandé à Lando Norris de rendre la place à Piastri. En 2024, on avait fait une stratégie globale pour obtenir et assurer le doublé, aussi parce qu'à l'époque on avait un petit peu moins de marge. Là, hier, ce n'était pas du tout la même chose. Hier, les 2 parties du garage ont joué leur carte personnelle et c'était assumé, voulu. C'est sympa à voir, c'est divertissant, mais parfois je pense que ça pourra empêcher l'équipe de prendre des meilleurs résultats d'ensemble quand ils auront moins de marge sur les autres, parce qu'hier ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient, ils auraient eu le doublé un peu quoi qu'il arrive, et puis je trouve que ça peut créer des situations très gênantes à l'interne, comme ça l'a fait hier, puisque Piastri, le pilote McLaren qui était le mieux placé, a perdu à cause d'une stratégie qui a été créée par McLaren, mais juste le McLaren de l'autre côté du garage. Alors pour moi, il n'y a absolument rien d'intentionnel, il n'y a pas un pilote qui est favorisé par la stratégie, par l'équipe. D'ailleurs, on l'a dit, il y a 2 stratégies d'équipe, il n'y a pas quelque chose qui surplombe tout ça. Il faut aussi dire que dans l'histoire récente des 2 pilotes, ils se sont fait l'un et l'autre déjà avoir, donc ça prouve bien qu'il n'y a pas d'intentionnalité de l'équipe. Mais voilà, la manière dont McLaren fait rouler ces 2 pilotes crée intrinsèquement souvent de la controverse et souvent un lésé par Grand Prix, parce qu'ils ne peuvent pas avoir la même stratégie au même moment. Donc voilà, étonnante mécanique que les Papaya Rules. Du point de vue spectateur, c'est plus haletant qu'une équipe qui verrouille tout, mais parfois, j'avoue que ça me surprend un peu pendant les courses. Venons-en maintenant à la sensation du week-end dans tous les sens du terme, c'est Charles Leclerc. Il a été excellent dès vendredi où il s'est imposé comme le 3e homme, mais ses espoirs se sont d'abord un petit peu effondrés lors de la qualification où la SF25 était devenue d'un coup hyper délicate à conduire. Il ne passe pas très loin non plus de rester en Q2 avec Hamilton, mais en Q3, une combinaison de facteurs assez unique lui ouvre le chemin de la pole. Le vent et les températures qui ont finalement gêné la McLaren. Plusieurs pilotes, dont Norris, Piastri et je trouve Alonso, qui ont laissé quelques précieux centièmes sur la route de leur dernier tour. Une voiture qui était déjà difficile avant et donc qui l'a moins pris par surprise que les autres pilotes de cette Q3. Également une position en piste à sa demande qui a été idéale pour bien préparer son tour. Il y avait un moteur aussi qui était au rendez-vous, qui était très performant cette fois-ci
contrairement à des fois il y a eu des soucis. Une voiture qui lui donne plus de confiance en qualif depuis l'arrivée de la nouvelle suspension, ou encore évidemment un tour vraiment très très bon avec notamment ce dernier virage où avec sa technique exceptionnelle il laisse un filet de gaz et c'est là qu'il fait les précieux centièmes de différence. Voilà. Tout ça, toute cette combinaison de facteurs a fait passer la Ferrari de la 5e force à la pole en Q3. Et il faut aussi dire qu'à 54 millièmes près, il est 4e. Et donc en fait, peut-être que tout le storytelling de cette qualif et de ce week-end change. Donc il faut toujours s'en rappeler. En course aussi, il a fait le boulot, déjà en gardant la tête au départ, qui est une condition sine qua non si tu veux espérer gagner ici, surtout avec une voiture bien inférieure à la McLaren. Et puis ensuite, sur l'entièreté de la course qui est partie en vrille, je ne vois rien à lui reprocher à lui personnellement. Pourtant, il termine 4e dans la frustration la plus totale. Alors, pourquoi pouvait-il gagner hier? Ferrari a-t-elle laissé filer une victoire? C'est la conclusion dans laquelle on pourrait sauter rapidement avec la colère et l'énervement, mais honnêtement, eh bien, je ne crois pas. Déjà, il faut séparer deux éléments, les dégâts et la stratégie. Pour ce qui est des dégâts qui sont visiblement apparus sur son châssis à partir du 40e tour et qui ont empiré jusqu'à lui coûter 2 secondes par tour à la fin, il faut dire que déjà, à cause de ce problème-là, Leclerc n'aurait pas pu s'imposer hier. Ça lui a même coûté le podium. Manque de chance totale pour un pilote qui voit sa stat injuste de pôle non converti être agrandie. Ces dégâts ont créé une confusion à la radio et ont participé au fait de brouiller la lecture de la course de Leclerc. C'est pour ça qu'on voit plein de choses un petit peu fausses être dites. Il faut le dire, Leclerc n'a su qu'après la course pourquoi il perdait autant de temps au tour. Et au début, il attribuait ça à un changement de réglage sur l'aileron avant fait lors de l'arrêt au stand. Changement pour lequel il n'était pas favorable. Et c'est donc pour ça qu'il a dit on va perdre la course, je vous avais dit de m'écouter. Et donc à l'arrivée, quand il s'est rendu compte que c'était pas l'aileron avant qui lui causait du tort, il a dit que ses radios n'avaient plus aucun sens et qu'il fallait les retirer. Voilà, concrètement, c'était pas ça le problème hier. Il n'y a pas eu de confusion avec l'équipe, juste des dégâts, entre guillemets, qui ont tout gâché. Et Leclerc ne se plaignait pas non plus de la stratégie, on y reviendra. Concernant ces dégâts maintenant, le manque de précision de tout le clan Ferrari et la masse énorme de temps perdu posent concrètement question. Que s'est-il passé? On n'a pas eu une réponse, je trouve, satisfaisante. Est-ce un problème récurrent ou circonstanciel? On ne sait pas. Est-ce en surface ou profond? On ne sait pas. En tout cas, une théorie émerge selon laquelle, dès le premier relais, on a demandé à Leclerc de changer de mode moteur, ce qui expliquerait la radio des coupures, puis celle de « on va perdre la course ». Et qu'ensuite, à l'arrêt au stand, on aurait changé un aileron, des réglages de l'aileron et rajouté de la pression dans les pneus avec pour objectif de surélever la voiture, qu'elle ne frotte pas au sol et donc d'éviter l'usure de la planche et donc d'éviter la disqualification comme en Chine. Je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas conçu la Ferrari, je n'ai pas vu son fond plat, je ne suis pas Brian Bozzi, donc impossible d'affirmer tout ce que je viens de proposer, mais c'est une théorie qui est appuyée par beaucoup de données, qui fait totalement sens, qui est expliqué par plusieurs personnes qui s'y connaissent vraiment très bien et qui a même été avancé par Russell lui-même. En fait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'hier, il y avait un souci majeur sur cette Ferrari et qu'on nous a pas vraiment expliqué ce que c'était et qu'on peut craindre que ce soit un truc profond qui peut avoir un lien avec les gros soucis qu'a Ferrari depuis le début de la saison. En tout cas, entre le lift and coast, les problèmes de hauteur de caisse, les problèmes moteurs qui ont gâché quelques qualifs, les freins, il y a souvent un truc qui est profond, malaisant, gênant sur cette SF25 et qui tue toute la compétitivité de la voiture. En tout cas, hier, c'était l'exemple le plus frappant. Leclerc est passé potentiellement d'une 2e à une 4e place à près de 30 secondes à cause de ça. Ça aurait pu même lui coûter encore plus cher. Ensuite, concernant la stratégie qui a également été beaucoup discutée, eh bien je pense qu'en fait elle ne coûte pas la victoire et qu'il n'y a pas grand chose à reprocher à Ferrari hier. En fait, Leclerc a vécu la même chose que Piastri, il s'est retrouvé embarqué dans la solution qui s'est retrouvée la moins bonne, mais il n'a fait que des choix logiques. Quand Piastri s'arrête au 18e tour, clairement, il faut couvrir le tour d'après car tu vas ressortir devant et donc tu vas conserver la position préférentielle par rapport à Piastri qui est pour l'instant
ton seul adversaire et la position préférentielle, c'est ta seule chance d'aller au bout. Avec le recul, ne pas couvrir, étendre le relais et ne faire qu'un arrêt aurait évidemment été la bonne stratégie, mais partir là-dessus à ce moment-là, ça aurait été complètement fou puisqu'on a découvert que 30 ou 40 tours plus tard que c'était la meilleure stratégie. Sauf qu'en fait, malheureusement, à partir du moment où ils ont couvert le premier arrêt, la victoire s'était déjà envolée au profit de Norris qui avait tendu un piège sans même le faire exprès. Donc en fait, je ne pas blâmer Ferrari d'être tombé dans un piège que McLaren n'a pas vraiment tendu volontairement et je n'ai pas blâmé Ferrari d'avoir couvert l'undercut du 18e tour puisque pour moi c'était juste le choix logique. Dès lors, un deuxième arrêt est obligatoire et vu la pression de Piastri qui était cette fois à moins de 2 secondes, il fallait éviter l'undercut qui aurait fait perdre la position. Du coup, la Scuderia a été obligée d'anticiper. Alors ils ont été un petit peu aidés en ça par un piège de McLaren, mais concrètement, finalement Ferrari n'avait pas le choix parce que si Piastri s'arrête d'abord, Leclerc finit derrière lui. Donc Ferrari a dû anticiper. Le problème fondamental, c'est que la voiture était moins rapide que la McLaren et au final, si on enlève le souci de châssis entre guillemets, je pense que malgré son arrêt avant Piastri, Leclerc aurait pu terminer devant lui puisque l'Australien n'avait que 6 tours de moins sur ses pneus et donc si la Ferrari était dans sa forme du début de course, je pense pas qu'il l'aurait redépassé. Leclerc aurait terminé deuxième, ce qui montre selon moi que le deuxième arrêt n'est finalement pas vraiment une erreur mais juste une couverture face à l'undercut qui aurait été imparable. Alors oui, du coup hier, McLaren a pris le dessus stratégique sur Ferrari, mais vu la différence de rythme entre les deux monoplaces, surtout dans l'air libre, et vu le fait que McLaren était à 2 contre 1 et a pu mettre ses deux pilotes sur 2 stratégies et sur la deuxième qu'on pensait pas gagnante qui finalement l'a été, je crois que c'est difficile de reprocher quoi que ce soit à la Scuderia. Du moment que Norris tente le pari, la course était perdue comme c'est arrivé à Piastri de la même manière. Et en vrai hier, le vrai problème, c'est pas la strat, c'est la communication avec le pilote et cette histoire de dégâts entre gros guillemets. C'est ça qui fait passer Leclerc de 2e à 4e, pas la stratégie. Et pour terminer sur le monégasque, même si ça n'a pas eu d'incidence sur sa course, parce que voilà, c'est comme ça, je pense que la règle ne doit pas changer, je valide les 5 secondes de pénalité pour son mouvement face à Russell. Je trouve que ce genre de défense avec un décalage tardif est toujours un peu limite, même si les pilotes maîtrisent globalement. Même Leclerc l'a dit, il savait que c'était un petit peu au-delà de la limite. Donc au moins, je suis content qu'il y ait un précédent, une pénalité, puisque ça met une ligne rouge sur ce qu'on peut faire et ne pas faire en défendant, en bougeant, en freinage. Et j'espère que lors des prochaines courses, les stewards se serviront de cette pénalité pour en faire une règle établie. Bon, et le plus fou chez Ferrari, c'est que finalement, la situation de Leclerc qui est dramatique à l'arrivée, finalement, elle est pas si mauvaise comparée à celle de Lewis Hamilton, même si, il faut le dire, je trouve que la catastrophe autour du Britannique ce week-end n'est pas aussi grosse qu'elle n'en a l'air sur le papier. Alors évidemment, il y a des choses profondes qui ne vont pas et que l'on trace depuis Melbourne. Très clairement, Lewis avait cet habituel retard de 2-3 dixièmes sur Leclerc et était comme d'hab gêné par l'équilibre de la voiture, par son train arrière et par cette voiture qu'il trouve globalement, comme il l'a dit, imprévisible d'un virage à l'autre. Rien de nouveau, c'est ce qui le gêne depuis qu'il est arrivé chez Ferrari et j'ai même peut-être envie d'élargir et dire depuis l'introduction de l'effet de sol en 2022. Mais là, malheureusement pour lui, même s'il n'a pas été irréprochable, évidemment pas, on va y revenir, la méforme de Ferrari en Q1 et en Q2 a aggravé son cas, parce que finalement quand il est éliminé en Q2, il n'est qu'à 2 dixièmes et demi de Leclerc. Donc au final, il est dans ses chronos, dans son retard habituel. Il n'y a pas spécialement plus de drame que lors des 14 autres qualifs de cette saison. Le truc, c'est que en Q3, les conditions changent et tous les facteurs qu'on a décrits juste avant et qui sont franchement, ils vont se produire une fois sur 1000, ça permet à Leclerc de se mettre en pôle. Et donc, la situation d'Hamilton paraît moins bonne, mais ce n'est pas comme s'il avait qualifié 12e, une voiture qui avait les capacités de faire la pole. Non, au moment où il sort, la Ferrari est en difficulté, Leclerc aussi risque l'élimination et il n'a que 2 dixièmes et demi de retard et 15 millièmes sur la Q3. Donc en fait, c'est pas aussi grave que le résultat brut de la qualif le laisse penser.
Donc ces commentaires ultra négatifs, voire défaitistes en disant qu'il ne sert à rien et qu'il faut changer de pilote, je les comprends totalement parce qu'il y a de l'émotion, il y a de la déception, c'est pas facile. Mais voilà, pour moi, ils sont faux, ils n'ont pas lieu d'être, ils sont exagérés largement. C'est pas vrai, il était finalement dans sa zone de performance habituelle cette saison, zone qui n'est pas terrible, qui n'est pas suffisante, qui n'est pas au niveau de Lewis Hamilton. Mais voilà, il n'est pas devenu honteux en Hongrie. Juste, les circonstances autour de lui ont changé et ont aggravé la perception de cette perf. Ensuite, le choix du départ en hard, je trouve, l'a coincé dans une course où il était quasiment condamné à finir hors des points. Logiquement, le départ a été délicat face à des pilotes avec des pneus plus tendres. Il a perdu 2 positions. Il s'est retrouvé 14e, coincé dans un train DRS où tout le monde était bloqué. Et en plus, lui était obligé d'attendre, de rester dans cette position parce qu'avec ses hards, il devait allonger son relais. Sauf que devant lui, personne ne s'est arrêté avant les 33, 35, puis presque le 40e tour jusqu'à Alonso, etc. Donc en fait, Hamilton avait à partir de là perdu déjà quasiment tout dans ce Grand Prix, puisque lorsqu'il s'arrête, il ressort 16e, il met un peu à profit ses médiums, mais une fois remonté 12e derrière Adjar, il est à nouveau coincé parce qu'on ne peut pas doubler comme lors du premier relais, et donc il n'y a pas de points. Alors oui, sa course n'a pas été fantastique et des pilotes partis derrière lui, notamment Antonelli, ont su mettre à profit les choses qui se sont présentées dans ce Grand Prix pour gagner des positions et même rentrer dans les points, dans le point. Mais voilà, je pense qu'en fait, à cause du départ en hard, Hamilton de base était dans l'impossibilité de marquer des points hier, ce qui est triste, mais réel. Et donc cela vient conclure un week-end qui a vrillé au cauchemar, le constat est clair, mais tout ça à cause de seulement 2 dixièmes et demi en qualif. Et ça se trouve à Zandvoort, Ferrari sera 4e et 5e en qualif et Hamilton aura 3 dixièmes de retard sur Leclerc, mais tout le monde dira « Ah bah Hamilton ça va ». Il faut toujours se rappeler que les écarts, il faut les prendre en compte, ça ne dit pas tout le résultat brut. En tout cas, je pense que la pause peut et va et doit lui faire du bien mentalement, mais elle n'effacera pas les soucis profonds qu'il a avec les monoplaces actuelles. Récemment, il avait retrouvé un meilleur feeling avec la Ferrari, mais la suspension arrière qui permet clairement à la voiture d'être plus compétitive, mais aussi d'avoir plus de maniabilité, un meilleur sentiment, eh bien ça a créé l'inverse pour lui, ce qui est un signe très inquiétant, même si, je le répète encore une fois pour conclure, la perf en Hongrie paraît plus terrible qu'elle ne l'est réellement, donc ne pensez pas qu'à la rentrée, il va faire un comeback. Voilà, je pense qu'il va rester dans les mêmes eaux. Et puisqu'on parle de personnes et d'équipes en difficulté, ayons un mot de Mercedes qui a relevé la tête de l'eau, notamment en retirant sa suspension arrière. Il l'avait introduite à Imola, puis il l'avait enlevée pour Monaco et Barcelone avant de la remettre au Canada, mais quelque chose clochait. En tout cas, le comportement de la voiture avait été travesti et pour repartir d'une base saine, on a fait un pas en arrière. Et ça a marché, la voiture s'est beaucoup mieux comportée, les pilotes ont retrouvé de la confiance, tout le monde dans l'équipe l'a dit dès le vendredi, c'était largement visible, même si, je répète encore une fois, avec Mercedes, il faut prendre des pincettes. Rappelez que les températures n'étaient pas si chaudes que ça, ce qui les a sûrement aidés, et que le week-end globalement a été un petit peu bizarre pour un peu tout le monde. Donc doucement, mais la suspension, le retour en arrière, c'est réussi. Samedi, Russell est à 53 millièmes de la pole qui laisse filer selon lui avec une erreur dans le 2e secteur. Et dimanche, son rythme de course n'était franchement pas si mal puisqu'il n'était qu'à 7 secondes de Piastri et Leclerc après une 50aine de tours. Lui aussi a opté logiquement pour la stratégie à 2 arrêts après avoir couvert très tôt un undercut qui aurait pu arriver de la part de Norris, qui était encore une fois le choix logique et prouve encore une fois que la stratégie de Norris était vraiment beaucoup trop folle au moment où il l'a prise, c'était vraiment par désespoir et lui-même ne pensait pas que ça marcherait. Et puis après un Grand Prix très bien maîtrisé, George a trouvé sur sa route une Ferrari en perdition qu'il a facilement doublé pour monter sur un nouveau podium qui vient compenser un week-end à l'image de sa première partie de saison, discret mais parfait. Antonelli, lui, ne prend qu'un point, mais son résultat est en trompe-l'œil. Il a fait un véritable pas en avant ce week-end et il faut le dire, il a repris confiance dans la voiture. La suspension ne fait pas tout, mais visiblement,
elle a vraiment aidé tout le monde chez Mercedes. La sortie de l'Italien en Q2 fait mal, mais sa qualif est beaucoup moins préoccupante qu'à Spa. Il était beaucoup plus performant, il était à 2-3 dixièmes de George avant de foirer son dernier tour de Q2 avec une adhérence des pneus arrière qu'il n'a pas réussi à maîtriser et en plus une sortie hors des limites de piste qui, comme pour Hamilton, fait que cette élimination est plus dramatique qu'elle ne l'est réellement. Kimi n'avait pas le niveau de la Q2 mais bien de la Q3, juste il s'est foiré quoi. Ce qui n'est pas forcément moins grave, mais je trouve un peu mieux quand même. Et d'ailleurs, derrière, son Grand Prix est plutôt bon, puisque voilà, il gagne 2 places au départ, et ensuite il va proposer une belle remontée dans le peloton, pour ensuite tenir sur un dernier relais très long de 50 tours sur les hards, pour conserver la 10e position finalement, un petit peu comme Lando Norris a fait. Donc voilà, ça fait au moins un point. On espère que ce regain de performance va lui donner des clés pour comprendre ce qui n'allait pas, et reprendre le fil de sa saison après la trêve, mais concrètement, pour lui aussi finalement, la situation n'est pas si mauvaise que ça, et j'ai envie de dire que pour Antonelli, ce week-end est très encourageant, même s'il n'y a qu'un point à l'arrivée à cause d'une erreur en qualif, mais on l'a dit, les qualifs aujourd'hui sont plus importantes que tout le reste du week-end. On passe maintenant à Red Bull qui a vécu un véritable cauchemar ce week-end, un peu comme Singapour 2023 ou Bakou l'an dernier, en tout cas pour ce qui est de Verstappen. Dès le vendredi, la voiture n'était nulle part, aucune adhérence, aucun équilibre, aucune gestion des pneus. En fait, c'était tous les problèmes de d'habitude, mais cette fois amplifiés et impossible à contrer. Ce week-end, ça a été la matérialisation finalement de tous les soucis de l'équipe depuis plus d'un an. Et le plus inquiétant, c'est qu'encore une fois, ils n'ont pas de réponse concrète sur ce qui ne va pas et comment l'améliorer. Vacher a même dit que rien ne marchait comme il l'espérait et qu'aucun test ne répondait positivement. Voilà, concrètement, on l'a dit, on le redit, et là, c'était ultra visible, ultra payant. On est sur une équipe qui est perdue. Et cette fois, pas de retournement de situation en qualif. Max a dû se battre pour passer jusqu'à la Q3 et se qualifie seulement 8e derrière Bortoleto et les Aston. Derrière Ferrari, il perd une place au départ avant de redoubler rapidement Lawson et Stroll, mais d'être à son tour ensuite coincé dans le trafic et de s'arrêter très tôt, le premier du midfield de la deuxième partie du top 10, ce qui était forcément un mauvais choix puisqu'il a perdu un temps fou dans le trafic, il a sali ses pneus, il n'est pas remonté jusqu'à sa position et il a dû refaire un deuxième arrêt car vu comment la Red Bull gérait mal ses gommes, c'était impossible d'aller au bout comme ça. Il est ressorti 9e et vu la perf de la voiture et les caractéristiques de course en ce moment et ce week-end en Hongrie, il n'a jamais pu rebouger de cette 9e place. Il a fait toute la fin de course derrière un Lawson très solide et donc ça donne la 9e place et pour moi c'est la pire arrivée de Verstappen depuis le Grand Prix d'Australie 2016 avec Toro Rosso. Alors oui, entre-temps, des plus mauvais résultats, mais à chaque fois, c'était des circonstances. Hongrie 2021, il se fait mettre dehors par Bottas au départ. Monaco 2018, il partait dernier. Monza 2017, il a une pénalité moteur. Spa 2016, il a un accrochage. Donc concrètement, la dernière fois que Verstappen a été à la régulière dans une voiture qui le fait terminer 9e sans souci, pour moi, ça date de Toro Rosso. Dites-moi si vous avez un autre exemple, mais Max, qui ne peut faire mieux que 9e sans souci, ça n'existe pas quoi. C'est dingue ce qu'on a vécu hier. Quant à l'incident sur Hamilton qui a beaucoup fait parler, pour moi, je suis d'accord avec la décision, je trouve qu'il n'y a pas de pénalité, car dans le règlement actuel, il n'y a rien contre ce type de manœuvre et c'est plutôt logique. Max n'est certes pas à la hauteur de son adversaire, mais il ne plonge pas, il ne pousse pas Lewis dehors, il est en contrôle de sa machine et c'est Hamilton qui décide d'aller hors piste, et il le dit lui-même. Alors oui, c'est malin de la part de Max, concrètement c'est un peu du chantage, il met la pression, il tente de l'effrayer, mais voilà, ça a marché, Hamilton a pris peur, a préféré sortir de la piste et je pense que si Hamilton avait pris sa trajectoire, Max aurait juste freiné. Donc concrètement, j'ai pas grand chose à dire. En l'état actuel, ce qu'il a fait n'est pas une faute. Quant à Tsunoda, la frustration et la malchance continuent puisque son week-end était bon, en tout cas relativement bon par rapport à Verstappen, où samedi, il est pour la première fois de la saison 2 fois à moins de 2 dixièmes sur les 2 tours de Q1, mais vu que la Red Bull est catastrophique, eh bien ça l'élimine en Q1. Et encore une fois, mine de rien, quand la Red Bull va vraiment pas bien et vraiment inconduisible, eh bien le numéro 2 parfois s'en sort un petit peu mieux que Verstappen.
En tout cas, comparativement, et en tout cas après ça, Tsunoda doit partir des stands puisqu'on change des blocs moteurs sur sa voiture. À partir de là, dans cette course-là, quand on voit en plus que même Verstappen n'a pas réussi à progresser, c'était concrètement impossible pour le japonais de marquer des points. Donc encore une fois, un week-end où je semble déceler du mieux chez Yuki, mais encore une fois, ça ne se voit pas dans le résultat final et tout n'est pas de sa faute. Concrètement, c'est la déprime et je pense qu'il doit être très accroché mentalement pour résister à tout ce qu'il vit depuis maintenant bientôt 6 mois. Dans le midfield, la grosse opération est pour Aston Martin qui était pourtant en dernière ligne la semaine précédente à Spa. Mais là, dès la FP1, ça a fonctionné visiblement grâce à un circuit qui lui correspond où il n'y a finalement pas besoin d'une grande vitesse de pointe et besoin de beaucoup d'appui. Ce sont peut-être les qualités de l'Aston Martin. Des tests ont également permis de déterminer que le fond plat d'Imola était meilleur que celui de Silverstone et donc avec tout ça, les Verts marquent 16 points et font un gros coup. En qualif, les bons tours des essais se sont confirmés, ils ont aisément atteint la Q3 qui avec ses conditions changeantes ont un peu tourné en leur faveur, finalement aussi grâce à leur position en piste puisqu'ils étaient les premiers à sortir. Malgré tout, sur cette qualif, j'ai un regret puisque je pense sincèrement que Fernando Alonso passe à côté de sa première pole depuis 13 ans puisqu'il ne devance Stroll que de 17 millièmes alors qu'avant il avait sur quasiment tous les tours 2 à 3 dixièmes d'avance et il n'est qu'à 1 dixième de Leclerc alors qu'il est devant Leclerc jusqu'à quasiment la moitié, les 2/3 du tour. Donc ouais, je crois que Fernando, il avait une occasion vraiment très nette de faire la pole samedi. Quoi qu'il arrive, même si ça aurait été complètement incroyable, il serait retombé à sa 5e position en course, derrière les 4 meilleures voitures, à la position de meilleur des autres, et il a donc obtenu le meilleur résultat possible, malgré un dos douloureux qui lui a fait rater la FP1 et qui nous rappelle qu'à 44 ans, ses performances sont complètement dingues. En course, Aston était moins bien qu'en qualif, ça on l'avait vu dès les longs relais faits le vendredi, mais ils avaient la position préférentielle et aussi ils ont appris de leur erreur d'Imola où on a tendance à l'oublier, mais sur le premier relais, les deux voitures étaient exactement dans la même position qu'hier, 5 et 8e, mais il s'était arrêté en premier, avait été coincé dans le trafic, s'était retrouvé sur 2 arrêts, alors finalement un arrêt aurait été meilleur. Mais hier, ils ont gardé leur position en piste, ils ont laissé Verstappen faire l'erreur et ils ont mené à bien progressivement la stratégie du 1 arrêt. Voilà, ça c'était très bien joué. Peut-être que certains diront que c'était ce que Ferrari devait faire, mais Ferrari n'était pas vraiment soumis à la même pression. Il y avait une McLaren derrière et je pense que tous les choix sont logiques. Mais en tout cas, du côté d'Aston, on a fait une masterclass stratégique. Stroll aussi a livré une solide performance ce week-end, même si c'était un ton, 2 tours en dessous de Fernando. Il prend 5-0 sur les tours de qualif, mais le dernier tour de Q3 est le plus proche, à 17 millièmes. Preuve encore une fois que dans les conditions bizarres, il trouve souvent des solutions. Et ensuite, sa course est globalement une simple ligne droite dans le train DRS avec la bonne stratégie. Et donc, sa 7e place après l'arrêt de Verstappen était finalement sa 7e place finale. En tout cas, pour l'équipe, on l'a dit, ces 16 points font un bien fou et permettent de remonter au classement à une place qui représente un peu mieux leur niveau de performance. Pour moi, c'est une équipe Aston qui est la 6e, 7e force de ce début de saison, pas la 8 ou 9e, et qui est parfois la 5e. Mais malheureusement, c'est aussi une équipe qui est trop inconstante et qui ne comprend pas suffisamment pourquoi et quand ça marche, et ça ne marche pas. Donc on espère qu'ils vont tirer les leçons de Budapest. Derrière les Aston, on retrouve un Gabriel Bortoleto, encore une fois sensationnel, alors que pourtant il ne semblait pas à l'aise sur cette piste le vendredi. Il colle une demi-seconde à Hülkenberg sur le dernier tour de Q1 et va chercher sa 3e Q3 consécutive où il se qualifie 7e devant Verstappen. Wow, incroyable! En course, avec un bon départ, le bon train et la bonne stratégie, il a converti cette qualif magnifique en 8 points exceptionnels qui soulignent une excellente forme récente de sa part. Cela montre aussi les qualités d'une Sauber qui est désormais capable de se battre pour les points tous les week-ends et qui en a d'ailleurs marqué à chaque week-end depuis l'Espagne. Et une Sauber aussi qui était en forme sur le Hungaroring avec ses virages à moyenne vitesse qui lui correspondent plutôt très bien. Pour Hülkenberg en revanche, le retour à la réalité depuis Silverstone fait mal. Je ne sais pas s'il y a un petit peu de relâchement, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il est souvent en galère avec la voiture cette saison, surtout en qualification. Et là encore une fois, il y a une élimination en Q1 avec une voiture qu'il ne comprend pas
lors du dernier tour, ce qui change tout puisqu'à partir de sa position de départ, c'était un petit peu cuit et on rajoute à ça un départ volé. Et même si c'est limite, ça lui coûte trop cher. Dommage parce que je pense qu'il avait un bon, voire très bon rythme de course et que son premier arrêt anticipé lui avait permis de faire quasiment un arrêt gratuit puisqu'il avait rattrapé depuis sa position le fond du peloton. Malheureusement, voilà, ça lui permet de finir seulement devant ceux qui n'étaient pas en forme et qui ont raté un peu leur stratégie. Et Nico Hülkenberg, à cause de la qualif, c'est encore une fois cette saison exclu de la possibilité de marquer des gros points, ce que Bortoleto lui a fait. Côté français maintenant, c'était un week-end morose et sans le moindre point. Celui qui pourra le plus s'en vouloir, c'est très clairement Isack Hadjar puisqu'il était plus rapide ce week-end que Liam Lawson. Il l'avait battu tout le temps lors des essais et lors des 4 premiers tours de qualif. Mais Isack passe à côté de sa Q3. Déjà, il choisit de ne pas faire de premier tour en pneus usés, ce qui fait qu'il n'est pas préparé par les conditions qui ont changé au moment où il fait son tour. Il se fait surprendre. Il fait aussi une erreur dans son tour et donc il ne part que 10e, là où je pense qu'il pouvait partir 7e, 8e avec Bortoleto et que du coup, vu la stratégie, vu le type de course, cette position de qualif aurait sûrement été sa position d'arrivée et donc il aurait marqué 6-8 points au lieu de 0. Tout s'est joué sur cette Q3. Derrière, il ne fait pas non plus une course sensationnelle, il est doublé par Biermann au début, ce qui lui enlève la place dans le top 10 et va lui coûter de longues secondes qui vont permettre à Antonelli, en stratégie un peu décalée, de le passer et donc après ce sera impossible de redoubler et c'est comme ça que s'est envolé le dernier point. Dommage. Lawson, lui, était, on l'a dit, un poil en retrait par rapport à son coéquipier, mais s'est montré très propre. Il n'y avait pas un grand écart. Il arrive à passer en Q3. Il fait un tour solide. Il fait un bon départ. Il fait une course à sa place. Il marque 2 points. Concrètement, c'est bien joué et il continue de faire son bonhomme de chemin dans cette saison. Et il faut noter que depuis Monaco, ce qu'il propose est vraiment très bon. Gasly et Ocon, eux, ont été dominés par leurs coéquipiers en qualification. Pour Esteban, c'est malheureusement assez récurrent. Behrmann a un certain avantage dans l'exercice et Behrmann méritait aussi beaucoup mieux en course où il avait pris la 10e place avant que des dégâts sur sa voiture ne détruisent sa course jusqu'à l'abandon et ça lui a fait lâcher, je pense, un point ou au moins la 11e place. Pendant ce temps, Esteban, lui, était coincé en fond de peloton, a mis pendant 55 tours le même train de pneus hard, donc c'était trop dur, en plus dans une As qui est globalement assez inconstante et imprévisible cette saison. Pierre, lui, avait malheureusement des dégâts sur son aileron avant et un peu trop d'essence lors de la Q1, ce qui lui a coûté cher dans l'une, voire la plus mauvaise voiture du plateau. On l'a encore une fois mieux vu en course où c'est vraiment impossible de s'en sortir, ce qui rappelle que ces 20 points marqués cette saison sont déjà un petit miracle. Quant à Colapinto, il en a profité pour partir un petit peu plus haut, mais un mauvais départ combiné à un arrêt beaucoup trop tôt et plus tard dans la course, un arrêt je crois de 13 secondes, eh bien ça a ruiné ses chances dans une voiture qui était en plus aux fraises. Concernant Colapinto, difficile de dire si on voit vraiment des signes d'amélioration, je dirais peut-être quand même un petit peu, ça va, en plus c'est pas la catastrophe, mais en tout cas, il n'y a rien de brillant comme on a pu le voir parfois l'an dernier, même si malheureusement pour lui, vu sa situation, c'est pas facile, encore moins dans cette A525. Et pour terminer, on a Williams qui se bat avec Alpine pour être la pire équipe du week-end. Dès vendredi, l'équipe semblait perdue sur un circuit qui ne lui correspond pas et rien de ce qu'elle a tenté niveau réglage n'a fonctionné. Samedi, ils sont revenus à la voiture de FP1 pour les qualifs sans succès et la course a été très longue et délicate. On a quand même une équipe qui fait récemment des dents de scie assez préoccupante sans comprendre peut-être totalement pourquoi elle aussi. Peut-être que c'est dû au train aérien Mercedes, je vais devenir complotiste là-dessus. Et pour terminer sur les pilotes, on a un Sainz qui passe seulement, mine de rien, un petit dixième de la Q3. Sainz s'en est mieux tiré qu'un Albon qui était en difficulté. Et je pense que l'Espagnol regrettait à la fin que son week-end se soit relativement bien passé une fois où la voiture est nulle part. Même si on ne l'a pas noté, mais Gasly l'a poussé hors piste, ce qui a valu 10 secondes de pénalité aux Français. Bon, ça n'a pas changé le destin des deux, mais globalement compliqué pour ces deux équipes et ces 4 pilotes. Un point rapide sur les classements comme d'hab, Norris revient à 9 points de son coéquipier, c'est vraiment un chassé croisé, et globalement depuis le Canada, il a repris 13 points, il y a maintenant 6 victoires à 5,
La deuxième partie de saison risque d'être folle et comme ça jusqu'au bout. Verstappen, lui, sera peut-être bientôt rattrapé par Russell et Leclerc. Va peut-être y avoir un duel pour la 3e place quand Hamilton et Antonelli, eux, calent totalement et que Albon, Hülkenberg et Ocon n'ont pas marqué de points, ce qui permet à Alonso et Stroll de revenir juste derrière à 26 unités. Au constructeur, McLaren a 299 points d'avance quand Ferrari, elle, a 260 points tout court. Bon, il y aura clairement un duel avec Mercedes pour la 2e place quand Red Bull, elle, sera bloquée à la 4e. Aston reprend la 6e place avec ses gros points marqués, se retrouve un point devant Sauber qui est vraiment constante en ce moment. Peut-elle viser mieux? Va-t-il y avoir un duel avec Williams pour la 5e place? En tout cas, à minima pour la 6e avec Sauber. Tout ça est en tout cas difficile pour Racing Bull, ce qui n'est pas mal, mais qui concrétise parfois pas assez. Et en tout cas pour les autres, je trouve que As 9e et Alpine 10e sont à leur place. Pour moi, ce sont globalement les deux moins bonnes équipes qui ont le moins de performance et qui concrétisent le moins bien. On passe aux notes. Comme d'hab, c'est dur d'avoir la vision parfaite sur les 20 pilotes avec un petit peu de recul manquant, mais vous allez m'aider à tout comprendre et tout ajuster. Prenez ça avec des pincettes. Pour moi, Leclerc et Russell sont les meilleurs pilotes du week-end. Excellent samedi, irréprochable dimanche. Et ils sont accompagnés d'un petit Brésilien qui, encore une fois, était absolument incroyable. Alonso fait quasiment un week-end de la même trempe, mais je continue d'avoir des petits regrets pour la pole le samedi. Donc, il passe de 9 à 8,5. Vous me direz si vous êtes d'accord. Suivent ensuite les deux pilotes McLaren qui sont durs à départager car leur course est partie dans deux directions différentes. Piastri était devant en qualif et la victoire de Norris est un petit peu circonstancielle, mais il a également bien géré ses pneus et son départ était meilleur, il a juste été malheureux au premier virage. Bref, pour moi ça les met plus ou moins à égalité quand on essaye de prendre tous les éléments de leur course, le raté de Piastri à la fin, bref. Quoi qu'il arrive, les deux n'ont pour moi pas été les meilleurs de ce week-end, ils m'ont pas impressionné, ils m'ont pas choqué, ils ont manqué la pole, ils ont été bloqués par une Ferrari, ça reste bon. Pour moi, ça reste égal, vous me direz si vous leur mettez la même note. J'ai ensuite Lawson et Stroll qui ont été intrinsèquement un petit peu plus lents que leurs coéquipiers, mais très propres et qui ont scoré des points très importants. Bierman qui méritait mieux, qui bat encore Ocon en qualif et qui était 10e, qui aurait pu marquer un point. Puis on a Verstappen, Sainz et Colapinto qui sont tous dans une voiture très délicate, qui ont tous été meilleurs peut-être que leurs coéquipiers, mais si c'est plus négligeable pour Colapinto, et pour lesquels il est dur de leur en demander plus, même si c'était pas fantastique non plus. Pour Colapinto, le fait qu'il soit rookie, qu'il ait une expérience faible, lui permet d'être avec ce groupe de pilotes-là, j'ai été un peu plus indulgent. On a ensuite Isaac qui peut s'en vouloir car il était performant, mais il rate des points avec sa qualif. Et on a Yuki qui n'a pas eu de chance, sa qualif était bonne, il était proche de Verstappen, mais la Red Bull était catastrophique. J'ai ensuite Antonelli, dommage, c'était bien mieux, clairement ça va mieux, sa course est même plutôt bonne, mais il s'est sabordé en Q2 et donc a sûrement jeté à la poubelle une dizaine de points, puisque je pense qu'hier il aurait terminé 5e, même voire 4e avec les problèmes de Leclerc. Et on a ensuite Gasly qui a des circonstances atteignantes avec son Alpine, mais qui a eu des soucis en qualif, mais qui ne fait pas vraiment un bon week-end et qui a cette pénalité avec Sainz pour finir. J'ai également mis 5 à Hamilton, qui n'est pas si loin, c'est pour ça qu'il n'a pas la pire note du week-end, mais ça suffit pas et concrètement c'est la dépression totale avec en plus une course que j'ai pas trouvé géniale. On a ensuite Ocon, c'est comme Gasly, sauf que lui a un petit peu moins de circonstances atteignantes puisqu'il n'y a pas eu de problème sur sa voiture en qualif. Et puis on a Albon et Hülkenberg, week-end 100 pour le Thaïlandais dans une mauvaise Williams, mais il a été clairement battu par Carlos Sainz. Et on a Hülkenberg qui a pris un énorme écart avec Bortoleto, qui a encore une fois raté la Q1, qui a eu un départ volé, bref c'était très dur. Concernant Albon, maintenant que j'y pense, peut-être qu'il mérite un peu plus qu'Hülkenberg, donc peut-être le mettre avec Ocon, Gasly ou Hamilton, vous me direz ce que vous en pensez. Vous avez aussi les notes des équipes qui sont un mélange de la perf pure de la voiture par rapport aux attentes et par rapport à l'exécution. C'est un petit peu toujours une science particulière. Bref, j'ai hâte que vous me donniez vos avis sur toutes ces notes en commentaire. Commentaires, je vous attends pour débattre des nombreux points de discussion de cette course, les stratégies chez McLaren, tout ce qui s'est passé chez Ferrari, les performances des uns et des autres. Bref, comme d'hab, allez-y, je ne vous like pas, il vous répond pas toujours, mais sachez que je vois toujours tous ou quasiment tous vos commentaires. N'hésitez pas à y aller, je vous lis, je sais quoi en penser, et grâce à vous notamment, j'ajuste les notes. Merci de votre soutien, on se retrouve en commentaire, posez un like si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous si vous voulez me soutenir, et on se quitte avec Enzo Ferrari qui se dit que maintenant on a devant nous 27 jours sans Formule 1
Comment va-t-on faire? Que faut-il faire? Faut-il prendre des vacances? Faut-il aller à la plage? Faut-il voir des amis qu'on ne voit pas le dimanche? Je ne sais pas quoi faire. Voilà, je vais avoir un petit temps de réflexion là-dessus. J'espère que vous me donnerez des idées aussi en commentaire. Allez, je suis KO. On se voit bientôt. Ciao.